Bonsoir à tous, bienvenue au sein de ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous allons traiter la question suivante, donc comment investir avec les ETF. Donc ce webinaire va couvrir plusieurs aspects que nous devons connaître avant d'investir sur ces produits, sur notre plateforme de trading. Donc les ETF qui ont trouvé une place très importante chez les investisseurs particuliers et institutionnels. Donc nous aurons des questions en suspens qui seront répondues à l'aide de notre experte Victoire Roche. Donc merci d'avoir accepté l'invitation, Victoire. Merci à toi, Ryan, pour l'invitation. Du coup, elle nous répondra à l'ensemble de nos questions, notamment qu'est-ce qu'un ETF, comment fonctionne-t-il, que peut-on en faire en termes de stratégie d'investissement, quels sont les avantages, les risques, les éléments à prendre en compte. Et nous allons répondre à l'ensemble de ces questions pour vous aider avant d'investir vos premières transactions. Donc, après, nous aurons une partie FAQ, donc questions-réponses avec vous, les personnes qui regardez ce webinaire. Donc, s'il vous plaît, posez vos questions et nous pourrons vous aider pour passer vos transactions sur notre plateforme. Et enfin, nous aurons une démonstration de la plateforme pour vous apprendre comment placer un ordre de bourse. Donc, ce que je te propose dans un premier temps, c'est qu'on fasse un sondage pour briser la glace. Donc, messieurs, dames, avez-vous déjà investi dans un ETF? Oui ou non, je vous laisse répondre sur votre écran. Donc, pour le moment, ce que je vous propose, c'est qu'on se présente. Donc, moi, Ryan Amaouche, j'ai à peu près environ 8 ans d'expérience en bourse. Je suis passionné de nouvelles technologies. Donc, j'ai intégré DeGiro, qui était une fintech avant. Donc, fintech, fin pour finance et tech pour technologie. Donc, c'est pour ça que j'avais intégré cette entreprise. Et aujourd'hui, je gère le marché français, la partie commerciale du marché français chez DeGiro, donc Country Manager France. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Victoire Roche. Donc, elle est en charge de la commercialisation des gammes indicielles actives et alternatives, couvre aussi les gammes de fonds actifs iShares de BlackRock. Est-ce que la présentation est bonne, Victoire? Oui, tout à fait. Peut-être juste pour préciser un petit peu, donc je fais partie des équipes commerciales de BlackRock à Paris. Ça fait 6 ans maintenant que j'ai rejoint BlackRock et je suis particulièrement en charge du segment de clients de distributeurs en ligne, donc c'est-à-dire tous ceux qui vont pouvoir proposer aux épargnants d'investir directement en ligne sans nécessairement passer par un intermédiaire financier. Merci beaucoup pour la précision. Et du coup, sachez que ce webinaire a été mis en place, a été créé pour que tout investisseur, que vous soyez débutant ou expérimenté, vous allez en apprendre plus sur le sujet aujourd'hui. Donc avant de commencer le webinaire, je dois vous avertir que ces webinaires ont été préparés à des fins éducatives uniquement. Rien de ce qui est discuté dans ces webinaires ne peut être utilisé ou copié sans le consentement préalable de Flatex DeGiro Bank Dutch Branch. Investir comporte des risques de perte, donc vous pouvez perdre une partie de vos fonds investis, et nous vous conseillons de n'investir que dans des produits financiers qui correspondent à vos connaissances et à votre expérience. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Donc, pour la suite, ce que je te propose, Victoire, c'est que tu nous définisses un petit peu, pour moi en tout cas, la différence entre iShares, BlackRock. Qui êtes-vous? Bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Peut-être pour reposer un petit peu effectivement le contexte. Donc BlackRock, on est une société de gestion d'actifs. On est une entreprise américaine. On a été créé en 1988. On est présent en France depuis 2006 et on compte à peu près aujourd'hui 200 employés à Paris, dont je fais partie. On investit aujourd'hui un peu plus de 200 milliards d'encours dans des actifs sur le sol français, que ce soit dans des actifs cotés ou également dans des actifs non cotés. C'est vrai que donc, chez BlackRock, on est présent sur l'intégralité des différentes classes d'actifs, que ce soit sur les actions, sur les obligations, sur de la gestion diversifiée ou encore non cotée, comme les infrastructures ou le capital investissement, par exemple. Et je dirais effectivement que l'un de nos piliers, en fait, c'est vraiment notre gamme de fonds indiciels et d'ETF iShares. iShares, c'est en fait une marque, tout simplement, sous laquelle BlackRock commercialise donc ces gammes ETF et indiciels. Ça fait à peu près 20 ans que l'on fait ça. On a aujourd'hui à peu près 1300 ETF qu'on propose aux investisseurs à travers le monde. Et ça représente environ un tiers de tous les encours que
que BlackRock gère. Donc, 1300 milliards d'encours, bon, ça peut paraître assez important. Et je pense que voilà, c'est aussi, ça montre aussi l'importance que les ETF ont pour BlackRock. Et surtout que l'ADN vraiment d'iShares, c'est tout ce qui va être innovation. Donc on sait que les besoins des investisseurs sont en évolution constante. Et notre rôle, c'est aussi de pouvoir fournir des produits qui sont adaptés aux besoins de chacun. Et les ETF sont justement, comme tu le disais en introduction, des produits qui ont vu un succès grandissant auprès des investisseurs institutionnels, mais également particuliers. Et donc voilà, ce qui est intéressant chez iShares, c'est que ça bénéficie vraiment de toute la plateforme en fait de BlackRock, de toute l'expertise, que ce soit en termes de gestion des risques, hein, c'est un point qui est très important quand on parle de marché financier, mais également de technologie et tout ce qui va être vraiment autour de l'investissement de façon générale. Mais ça tombe bien que tu dis ça, puisque ça, on va pouvoir faire une belle suite avec la réponse de nos spectateurs. Donc il y a environ 70% des personnes qui nous regardent aujourd'hui qui ont déjà investi dans les ETF. Donc effectivement, il y a une certaine popularité qui est présente dans ces produits. Donc ce webinaire tombe à pic, je dirais. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur les ETF concrètement? Du coup, qu'est-ce qu'un ETF? Bien sûr. Donc voilà, je vois qu'il y a 70% de l'audience qui a déjà investi. Donc je vais peut-être être un peu plus rapide, on va dire, sur les définitions. Mais Oui. en fait, c'est assez simple. ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. Donc c'est tout simplement le fait c'est un fonds négocié en bourse que vous pouvez donc acheter à n'importe quel moment pendant les ouvertures de bourse, acheter et vendre hein, d'ailleurs. Et ils sont vraiment conçus pour suivre la performance d'un indice. Bah, c'est génial, c'est très clair. Pour moi, j'aurais une deuxième question cette fois-ci pour le public. Du coup, la question pour le public, elle est celle-ci. Quels sont les avantages potentiels des ETF selon vous? Donc, premier point, diversification et efficacité des coûts. Deuxième point, l'accessibilité, qui est plutôt facile. Ou troisième point, ce sont les deux réponses précédentes. Donc, je vous laisse répondre à cette question. Et pendant ce temps-là, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les indices? Bien sûr. Donc, je pense qu'avant de parler d'ETF, c'est effectivement très important de définir ce qu'est un indice. Ça va être en fait un panier de titres. Donc, des titres, ça peut être des actions, mais ça peut également être des obligations qui va être en fait conçu pour répliquer, pour représenter en fait la performance d'un marché, d'un segment en particulier. Ça peut être une géographie, ça peut être un secteur. Si je prends par exemple un indice qui s'appelle l'Eurostoxx 50, il va simplement être composé des 50 plus grandes entreprises de la zone euro en termes de capitalisation boursière. Donc, la création en fait de tous ces indices va permettre d'avoir une granularité en fait dans les différents ETF qu'on va pouvoir créer. Et donc, ces indices, ils sont vraiment, je dirais, le baromètre en fait, ça représente vraiment la performance, ça représente voilà, l'évolution des positions qu'il y a au sein d'un même marché ou d'un même segment. Et l'avantage justement des ETF, c'est qu'on peut investir dedans. Un indice, je tiens à le rappeler, on ne peut pas investir directement dans un indice. Et donc, voilà, l'avantage de l'ETF, c'est qu'il va permettre aux investisseurs d'investir directement dans un outil en fait qui va répliquer la performance d'un indice sans avoir à acheter séparément chacun des titres dans la pondération égale à l'indice. C'est vrai que concrètement, le boursicoteur français qui souhaite investir, qui suit tous les jours le CAC 40, au lieu d'acheter toutes les entreprises qui font partie du CAC 40, ils achètent un ETF CAC 40 de chez iShares. C'est bien ça? Alors, que ce soit CAC 40 ou un autre D'accord, oui. indice, hein, c'est vrai que là, tout à l'heure, je parlais de l'Eurostoxx. Il va y avoir des indices et des ETF donc, sur des régions différentes, même des ETF qui sont beaucoup plus larges, hein. Je pense notamment à l'iShares MSCI World, Yes. qui représente voilà, les 1400, il y a à peu près 1400 titres au sein du portefeuille. Donc, en termes d'ETF actions, en l'occurrence, ça va être un des ETF les plus prisés par les investisseurs.
Ok, du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les indices? Parce que tu as parlé en termes d'indices, mais en termes historiques. Est-ce qu'on sait quel indice était le plus vieux en bourse? Alors, si vraiment ça vous intéresse, effectivement, enfin, le premier indice date de 1884 Ah oui, et tout c'est de le même. Dow Jones. Voilà, donc D'accord. le Dow Jones, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent. C'est un indice qui est aujourd'hui composé de 30 valeurs, hein, qui sont des valeurs américaines et qui sont voilà, sélectionnées pour la solidité financière des entreprises sous-jacentes et la pérennité en fait de leurs activités. C'est vrai que les indices vont changer au fur et à mesure du temps et donc les ETF et la composition des ETF va changer également. Et j'aime bien prendre un exemple généralement pour illustrer un peu le fait que les indices changent assez fréquemment. Si on regarde aujourd'hui, et je pense notamment à l'année dernière et cette année, voilà, sur les derniers mois, on entend beaucoup parler des 7 magnifiques, donc ces fameuses Oui, boîtes c'est vrai. technologiques, Meta, Google et autres sociétés technologiques qui ont des capitalisations boursières qui augmentent très fortement sur les derniers mois. Si on regarde il y a 20 ans, la moitié de ces entreprises, ou une grande partie en tout cas, n'existait pas. Donc je pense que voilà, il y a un certain nombre d'années, quand on pensait tech, on entendait plutôt des titres comme Intel, comme Dell, comme Apple, IBM. un petit peu. Apple un petit peu, mais à l'époque, là, on entendait beaucoup moins parler C'est vrai. d'Apple que de IBM, par exemple. Ah, c'est Donc vrai, c'est c'est vrai vrai. que rien que sur le secteur de la technologie, on a eu une certaine évolution en fonction tout simplement de la réussite ou non de certaines entreprises. Et sur ce secteur, voilà, la disruption est quand même assez forte. Donc on va avoir des indices qui vont changer. Hein, et donc forcément, les ETF vont changer, la composition des ETF va changer également. Et ce que vous détenez au final va changer. Ouais, c'est très concret, merci pour l'exemple. Mais c'est-à-dire que là, tu as mentionné Eurostox, personnellement j'ai mentionné CAC 40, tu as mentionné aussi le World, MSCI World. Du coup, ces indices, il y a des indices seulement de type géographique ou c'est par secteur? Comment ça fonctionne exactement? Mm. Alors, comme je le disais un petit peu plus tôt, les ETF vont évoluer, pardon, les indices, et du coup les Oui, ETF vont évoluer. Et donc, je pense qu'il y a enfin, le marché des indices évolue aussi fortement. Il y a beaucoup d'indices qui sont créés au fur et à mesure du temps. On entend beaucoup parler des indices thématiques, enfin des ETF thématiques qui n'existaient pas il y a un certain nombre d'années. Donc, c'est vrai que voilà, les opportunités d'investissement, elles changent. Les besoins des investisseurs changent également. Donc, forcément, le marché s'adapte pour proposer des produits qui sont intéressants pour les épargnants. Donc effectivement, on va avoir des indices et donc des ETF qui vont couvrir certaines géographies. Ça peut être ça peut être des pays tout seul. Hein. Donc on va avoir, voilà, si on prend par exemple les ETF actions, on va avoir des grands marchés MSCI World, Eurostoxx. On va avoir des marchés plus niches comme la France, mais il peut y avoir la Chine aussi, par exemple. Euh, Hmm. Ensuite, au-delà des ETF géographiques, on a aussi des segmentations par secteur. Donc, par exemple, le iShares MSCI World Information Technology qui reprend tout le secteur de la tech au niveau mondial. Les indices plus thématiques que j'ai un petit peu mentionnés, si par exemple, voilà, on a vu l'IA, un gros essor de l'intelligence artificielle sur ces derniers mois, on a des ETF qui permettent justement de capter ces grandes tendances de long terme, mais qui vont au-delà en fait d'une segmentation par secteur. L'IA, ça touche la santé, ça touche pas que la tech en fait. Donc, C'est vrai. je pense que voilà, c'est une segmentation qu'on n'avait pas forcément auparavant, ce qui prouve toute l'innovation qui se passe dans le marché des ETF. Et donc là, parce que cette slide nous montre les différents types d'actions, d'ETF, pardon, avec les actions géographiques ou en fonction des thématiques, des secteurs. Est-ce que c'est la même chose avec des ETF sur les obligations, des ETF sur d'autres produits financiers ou c'est seulement sur les actions? Alors, effectivement, c'est un bon point de parler des ETF obligataires. Donc, les ETF obligataires sont peut-être un peu moins connus du grand public, tout simplement aussi parce que les obligations, avec les taux des banques centrales qui ont été très bas pendant Oui, très longtemps, c'est vrai que l'intérêt d'investir dans des obligations n'était pas forcément aussi important qu'il ne l'est maintenant, avec des taux qui sont un petit peu plus hauts. Donc, on a vu beaucoup, notamment, d'intérêt des investisseurs sur les ETF obligataires l'année dernière. On pense que c'est quelque chose qui va continuer et je pense qu'il y a encore beaucoup d'éducation au sujet des obligations, donc qu'elles soient d'entreprise ou de gouvernement. Et effectivement, on va aussi avoir donc, des ETF obligataires
un petit peu sur le même principe que les ETF actions, hein, avec des zones géographiques différentes. On va par exemple avoir un ETF obligataire sur la En Chine, Asie, la donc les Chine. obligations chinoises. On va en avoir sur la zone, enfin sur les US, que ce soit des obligations encore une fois d'entreprise ou gouvernementales. Après, on rentrera pas forcément dans tout le détail, mais c'est voilà, vraiment quelque chose qu'on s'efforce de faire dans notre ADN, de pouvoir fournir aux investisseurs un maximum en fait de granularité pour pouvoir investir dans les segments qui leur paraissent les plus prometteurs sur les années à venir. Bah, c'est très clair. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on regarde le résultat au sondage. Donc la question était, quels sont les avantages potentiels des ETF? Réponse 1, diversification et efficacité des coûts. Réponse 2, l'accessibilité, donc un accès facile aux ETF. Et réponse 3, toutes les réponses précédentes. Eh bien, 90% des personnes ont eu raison. C'était effectivement l'ensemble des deux premières réponses. Donc un ETF, les avantages, alors je ne sais pas si tu veux en dire un peu plus, mais ce sont la diversification et l'efficacité des coûts et l'accessibilité des ETF. Alors, je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter sur ces points. On peut peut-être illustrer. Bon, la question était un petit peu tournée pour que tout le monde est bon, hein, donc en tout cas voilà. Je pense que c'est vraiment des adjectifs qui sont vraiment propres aux ETF. Si je commence par exemple par la diversification. C'est vraiment le principe clé d'un ETF par rapport à un titre simple, à une action simple. C'est le fait que en investissant en une seule fois dans plusieurs titres, naturellement, en fait, vous baissez votre risque, puisque s'il y a une entreprise dont la performance n'est pas aussi bien que ce que vous espériez, peut-être qu'elle va être contrebalancée par une autre qui aura mieux performé. Donc, en fait, mathématiquement, vous diversifiez, vous diminuez le risque inhérent à chacune des actions. Vous diminuez sans pour autant, évidemment, l'effacer complètement, puisqu'on reste sur les marchés financiers, on reste évidemment sur des produits où il y a un risque de perte en capital. Mais la diversification, ça va vraiment être un outil important pour pouvoir minimiser en fait ces risques et je dirais même qu'au-delà de la diversification au sein entre plusieurs actions ou plusieurs obligations, c'est même la diversification géographique, la diversification sectorielle. Si demain on a un crack de la tech et pas de la santé, vous serez bien content d'avoir de la santé dans votre portefeuille. Encore une fois, je prends un exemple, mais le fait de diversifier, voilà, que ce soit en termes de classe d'actifs, de nombre de titres, de secteur, de géographie, c'est vraiment un conseil pour le coup que tout le monde peut appliquer pour avoir une expérience qui soit un peu plus soft, si je peux me permettre l'anglicisme, sur les marchés financiers. Pour ce qui concerne les coûts, donc on a mentionné donc un des avantages des ETF, ça va être justement les faibles coûts, notamment par rapport à des fonds plus traditionnels gérés activement. Pour vous donner un petit exemple, donc sur un ETF action, le prix, donc les frais de gestion d'un ETF action vont être compris entre 0,04% et à peu près 1%, allez, 0,95%. Alors que quand on regarde les frais de gestion annuels d'un fonds, pour le coup, géré activement, on va plutôt être dans un ordre entre 1,5%, voire 1,8%. C'est sur les encours, ça, hein, c'est bien ça, hein. Exactement, Ok. c'est les frais de gestion annuels du produit. Donc ça, encore une fois, c'est différent des frais de transaction, mais c'est vraiment voilà, ce que, entre guillemets, en sorte la rémunération que vous donnez à BlackRock pour gérer l'ETF. Ah, c'est tout à fait normal. Du coup, l'accessibilité, diversification, les coûts. Alors, l'accessibilité, Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce point-là? effectivement, je pense qu'il y a deux façons de voir l'accessibilité. La première, et je le mentionnais aussi tout à l'heure, c'est le fait que voilà, vous pouvez acheter et vendre un ETF à n'importe quelle heure pendant les heures d'ouverture de la bourse, et notamment grâce à quelques clics comme sur des plateformes comme de Giro. Et donc ça, c'est pas le cas de tous les produits financiers, on pourra peut-être y revenir. Mais surtout, les ETF, l'avantage principal, c'est que ils sont accessibles à partir de quelques euros uniquement. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir des milliers d'euros à investir pour commencer à investir sur les ETF. Avec quelques dizaines d'euros, voire même 10 euros par mois, vous pouvez commencer à investir régulièrement sur des ETF. Et je dirais que le second angle qu'on peut prendre pour définir un peu ce que veut dire l'accessibilité quand on parle des ETF, ça va être le fait qu'on a accès à des marchés qui sont
très difficiles d'accès habituellement. Si je regarde les obligations, aujourd'hui, il y a très peu de possibilités d'investir dans des obligations en direct. Grâce aux ETF, vous pouvez avoir accès à ces marchés. Non, c'est vrai que les obligations, le problème principal, comme c'est plutôt un produit institutionnel, le ticket d'entrée est difficile. Pour un épargnant, un petit épargnant, il est vrai que c'est plus difficile. Donc si vous proposez des ETF dont le sous-jacent est l'obligation, c'est vrai que c'est beaucoup plus accessible, comme tu le mentionnes, aux investisseurs particuliers. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour que les ETF soient plus intéressants ou potentiellement plus intéressants que les fonds actifs? Alors, je pense qu'il y a effectivement la transparence et la liquidité. Et d'ailleurs, vous le voyez sur la slide qui est actuellement diffusée. Mais je dirais avant tout que il n'y a pas vraiment d'opposition entre les ETF et la gestion active. Et bon, chez BlackRock, on est quand même bien placé pour le dire, puisqu'on propose les deux typologies de produits à nos clients. Vous pouvez très bien combiner les deux. Il n'y a pas de mal à avoir des ETF pour le cœur de son portefeuille et avoir de la conviction sur certains gérants et sélectionner quelques fonds actifs pour complémenter son portefeuille. Après, c'est vrai que ça nécessite peut-être un peu plus de temps pour bien connaître le gérant, être sûr que c'est la personne à qui on veut faire confiance. Mais vous pouvez également faire un portefeuille seulement avec des ETF. Et je dirais que la vraie différence par rapport aux fonds justement traditionnels gérés activement, la transparence. Un ETF, vous pouvez à n'importe quel moment savoir ce qu'il y a à l'intérieur en fait. On a une obligation de publier quotidiennement la composition des ETF. Donc si aujourd'hui vous allez sur le site d'iShares par exemple, vous tapez n'importe quel ETF, iShares MSCI World, vous avez la décomposition exacte de l'ETF. Donc cette transparence, c'est quand même quelque chose qui est très recherché par les investisseurs finaux pour bien comprendre en fait dans quoi on investit finalement. Et le dernier point, ça va être la liquidité. Encore une fois, on peut acheter un ETF et le vendre à n'importe quel moment. Un fonds actif, il y a un seul prix par jour, ce qu'on appelle une valeur liquidative, un cours de clôture en fait. Oui. Donc il n'y a que voilà, à un moment dans la journée, un seul prix où on peut acheter un fonds. Alors, beaucoup de traditionnel. points positifs pour ces ETF. Est-ce que tu peux nous mentionner tout de même des inconvénients potentiels dans ces produits? Oui, bien sûr. Évidemment, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Il y a forcément alors, des inconvénients, mais plus juste des points d'attention, D'accord. des points à garder en tête lorsqu'on investit sur des ETF. Donc, l'ETF, comme je le mentionnais en introduction, c'est un produit qui va viser à répliquer la performance d'un indice boursier. Donc, au même titre que la performance ne sera jamais fondamentalement en dessous de celle de son indice, D'accord. modulo ce qu'on appelle l'écart de suivi. Donc, ça va. Mais généralement, voilà, c'est quand même quelque chose de très minime. Donc, on ne sera jamais en dessous, mais on ne sera jamais fondamentalement au-dessus non plus. Donc, si vos attentes, c'est qu'on surperforme l'indice, les ETF, c'est pas Pas pour vous. forcément le produit dans lequel voilà, vous devriez vers lequel vous devriez vous tourner. Donc voilà, l'objectif premier, ça va pas être de surperformer son indice. Alors vous allez me dire, bah parfois ça arrive, etc. Alors effectivement, ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Et c'est notamment dû à, voilà, ça peut être des optimisations de taxes, des revenus de prêts, de titres. Voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en compte. Et n'hésitez pas à poser des questions sur le sujet, je suis ravie d'y répondre. Mais voilà, je pense que globalement, c'est un des inconvénients, ou du moins une chose à savoir. Et puis forcément, et le risque de perte en capital, hein, on ne le dit jamais assez, mais voilà, vous investissez quand même sur des marchés financiers, que ce soit des actions ou des obligations. Les risques vont pas être similaires, mais il y a toujours un risque de perte en capital. Et en parlant des risques, puisque tu mentionnes perte de capital, est-ce qu'il y a d'autres risques dans ces produits, notamment des risques de taux de change ou d'autres risques avec les ETF? Bien sûr. Donc, lorsqu'on investit dans un ETF, si je prends encore une fois l'exemple d'un ETF action, lorsqu'on va investir dans un ETF action des marchés développés, on prendra généralement moins de risques, toutes choses égales par ailleurs, que lorsqu'on investit dans un ETF qui investit dans des marchés émergents. Les marchés émergents sont connus pour être plus volatiles, donc forcément, il y a un petit risque supplémentaire. Donc ça, c'était vraiment un exemple. Maintenant, en fonction des différentes classes actives, des régions, des instruments qu'il y a à l'intérieur, les risques peuvent varier. Et pour revenir sur le risque du taux de change, pour peut-être donner un exemple, encore une fois, en prenant l'iShares
MSCI World. Donc la devise de base de l'ETF, c'est le dollar. Mais comme son nom l'indique, il investit au niveau mondial. Donc il peut aussi investir dans des titres qui ne sont pas libellés en dollars. Typiquement une action mexicaine. Quand il investit dans une action mexicaine, on va avoir le risque de change en fait, entre le peso mexicain et le dollar. Voilà. C'est très clair. Du coup, je vais poser une petite question à l'audience. Selon vous, un ETF est plus ou moins risqué qu'une action? Donc je vous laisse répondre à cette question sur votre écran comme vous le faites depuis le début du webinaire. Comme ça, on va voir si vous avez bien compris les explications de notre experte. Le temps qu'on reçoive cette question, Victoire, déjà, je te remercie beaucoup pour ces précisions qui sont très claires, en tout cas de mon côté. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les. On en a reçu beaucoup, mais continuez, n'hésitez pas. On a la chance d'avoir Victoire avec nous. Donc posons des questions, comme ça on pourra en apprendre plus sur le sujet. Donc merci beaucoup Victoire. Nous sommes, je pense, presque prêts pour commencer à investir sur le sujet. Mais est-ce que tu pourrais potentiellement nous résumer les 3-4 règles d'or que chaque investisseur devrait savoir avant d'investir sur les ETF? Bien sûr. Donc, on a évoqué pas mal de concepts, on a parlé beaucoup de diversification, d'accessibilité, d'indices, etc. Mais je pense que les ETF, c'est vraiment un formidable outil pour pouvoir se créer une épargne sur le long terme. Il y a plusieurs règles d'or qu'on peut aborder. Diversifier ses placements, ça en est une. Le fait d'investir le plus tôt possible. Donc, même avec peu, en fait. On n'est pas obligé, encore une fois, d'avoir un patrimoine gigantesque pour commencer à investir dans les ETF. C'est justement un superbe outil pour commencer à investir. Et donc, en investissant, en fait, peu à peu, on a ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc, ça peut paraître un peu barbare comme mot, mais le fait, en fait, d'investir un petit peu, vous allez générer des intérêts sur ce que vous avez investi. Donc, la performance va peu à peu, en fait, se générer. Et tout est réinvesti, en fait. Les intérêts sont réinvestis. Donc, vous allez faire des intérêts sur des intérêts. Il y aura un peu ce qu'on a un effet boule de neige, en fait, qui va se passer. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça les intérêts composés. Donc, plus vous commencez tôt, et plus vous restez investi longtemps, plus les intérêts vont avoir le temps de s'accumuler. Donc voilà, on recommande vraiment d'avoir une stratégie qui est la plus diversifiée possible, de commencer le plus tôt possible, d'investir régulièrement et de donner du temps au temps, en fait. De surtout laisser les marchés faire leur travail, entre guillemets. Il y a de la volatilité, mais essayer de se détacher un petit peu justement de cette volatilité constante. Et vous voyez sur cette slide un exemple qui peut illustrer justement le principe d'investir régulièrement. Là, c'est l'exemple d'une personne qui va investir 1 000 € tous les mois, donc quel que soit le cours du titre. Donc là, en l'occurrence, on a pris une action. Donc vraiment, c'est valable pour les ETF, c'est valable pour les actions et pour n'importe quel investissement. Le fait d'investir une petite somme régulièrement, on capte en fait, un coup on va l'acheter à 25 en l'occurrence, l'autre coup on va l'acheter à 16, après on va l'acheter à 20. Et en fait, sur le long terme, alors certes on n'aura jamais acheté au plus haut, on n'aura jamais acheté au plus bas, mais ça permet de lisser en fait les investissements pour avoir une expérience encore une fois plus soft sur les marchés financiers. Et du coup là concrètement sur ce graphe, on voit que c'est le cours d'une action. Avec les ETF, concrètement, c'est la même chose, puisque un ETF a un cours, une valorisation journalière. Ça veut dire que potentiellement, l'ETF, on peut l'acheter et lisser son prix d'achat. C'est bien ça? Exactement. De la même façon, on pourrait remplacer le mot action par ETF sur la slide. Ce serait exactement pareil. Ok, c'est très clair. D'ailleurs, tu as mentionné les intérêts composés, justement. Ça me rappelle une petite anecdote. J'ai ouï dire, ce faire de ma part, qu'un scientifique très réputé avait appelé les intérêts composés la 8e merveille du monde. Ah voilà. Et c'était Albert Einstein. Ok, écoute, on n'est pas les seuls. Voilà, encore une fois, on n'invente rien sur des concepts qui sont bien connus. Mais je pense que c'est toujours bien de rappeler qu'on est sur des marchés qui sont toujours volatiles. Et quelques clés pour avoir une expérience plus tranquille sur les marchés. Et bien du coup, on va regarder la réponse au sondage précédent. Selon vous, un ETF est plus ou moins risqué qu'une action? 86% non. Non, un ETF
est moins risqué qu'une action. Alors encore une fois, toute Alors. chose égale par ailleurs. Non mais si on prend par exemple une action américaine versus D'accord. le S&P 500, un ETF qui réplique l'indice S&P 500, euh, une action est forcément plus risquée puisque si elle monte, mais si elle descend. Alors que sur le S&P 500, on va avoir une performance qui va être beaucoup plus diversifiée Lycée. au sein en fait, qui va refléter la performance des 500 entreprises sous-jacentes. Maintenant, c'est vrai que voilà, si on prend il y a des marchés qui sont plus risqués que d'autres, hein. Les actions sont plus risquées que les obligations, même si voilà, le potentiel de rendement sur les actions est plus fort que sur les obligations. Donc en fait, je pense que le message principal, c'est de dire que si on ne prend pas de risque, on n'a pas de rendement. Donc il faut voilà, quand même avoir une certaine acceptance, je sais pas comment, enfin accepter un certain niveau de risque. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que voilà, en diversifiant via les ETF, ça vous permet de le minimiser. Alors concrètement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut préparer, préparer un patrimoine financier. Comment on fait? On calcule le montant qu'on peut investir par mois, et on attend chaque mois, on se dit, voilà, j'ai investi dans cet ETF-là, ou est-ce qu'il faut diversifier en achetant plusieurs ETF? Est-ce que le choix d'un ETF, pardon, est suffisant pour se créer un patrimoine dans 10 ou 20 ans et pour partir à la retraite tranquillement? Comment ça fonctionne concrètement pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui? Alors effectivement, je pense qu'il y a pas de stratégie miracle. Chacun voit entre guillemets midi à sa porte en fonction de son niveau de connaissance, D'accord. en fonction du temps qu'on a envie d'y passer, parce que se renseigner sur les marchés, ça prend quand même un certain temps. On peut tout à fait décider d'investir une partie en fonction, encore une fois, de ses revenus, hein. On Oui, va bien pas sûr. tous avoir la même capacité d'épargne par Oui. mois. Mais disons que on peut choisir d'investir une certaine somme tous les mois dans un ETF iShares MSCI World, donc qui est quand même bien diversifié. Je le répète, mais 1400 entreprises à travers le monde. Et ça, donc garder ça en cœur de portefeuille et continuer ça, garder ça pendant 10, 15, 20 ans. Après, en fonction, encore une fois, du temps qu'on a envie d'y passer et de ses préférences, on peut complètement agrémenter ce cœur de portefeuille qui va rester diversifié avec potentiellement des obligations, donc des ETF obligataires, avec des ETF thématiques. On a une grosse conviction sur l'intelligence artificielle ou sur la robotique, par exemple. On peut investir dans un ETF iShares Automation and Robotics qui vous donne une exposition aux entreprises qui sont bien placées pour tirer parti de cette grande tendance de la robotisation. Voilà, je pense que chacun peut avoir une stratégie, mais il est vrai qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir plein d'ETF différents dans son portefeuille. Mais plus on acquérit de connaissances, plus on est en mesure justement d'investir dans des ETF qui soient plus niches, si je peux me permettre le mot. C'est très clair. Ce que je propose, c'est qu'on regarde les questions qu'on a reçues. Bien sûr. Et comme ça, par la suite, on prendra le temps de regarder la vidéo démonstration de la plateforme de Giro. Mais avant, on a reçu quelques questions. Donc, on va voir ce que pense notre audience. Alors, première question. Donc, la première question de Colette. Alors, c'est une très bonne question de Colette, puisque ça fait une sorte de suivi par rapport aux informations que tu nous as données tout à l'heure. Donc, Colette pose la question, a-t-on vraiment les détails disponibles sur la composition d'un ETF? Alors, effectivement, comme je le mentionnais, toute société de gestion qui gère des ETF, qui répliquent des indices, sont tenues de publier la composition des ETF. Donc, vous pouvez à tout moment, je reprends l'exemple encore une fois de l'iShares MSCI World ETF, aller sur le site internet d'iShares et retrouver exactement toutes les actions qui sont dans le portefeuille avec la pondération qui correspond. Donc vous allez avoir la plus grosse pondération avec le nom du titre, la seconde, la troisième, etc. jusqu'à avoir en fait toute la composition du portefeuille. C'est voilà, encore une fois, ça illustre la transparence qui est vraiment inhérente aux produits ETF. Donc la pondération, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Le poids. le poids, merci, le poids de l'entreprise de cette action dans ce fonds qui est l'ETF. Ok, c'est très bien. Quel budget donc? Ça, j'aime beaucoup cette question. Question très pertinente aussi, très concrète. Quel budget dois-je prévoir pour investir dans un ETF? Alors effectivement, c'est des produits qui sont
accessible au plus grand nombre, puisque justement on n'a pas besoin d'attendre d'avoir des milliers d'euros pour investir. On peut investir à partir de quelques dizaines d'euros dans des ETF. Donc même à partir de 5 euros, je pense que tout le monde peut vraiment avoir accès à ces produits. Il faut commencer. Il faut commencer, faut sauter le pas. Et une fois qu'on a sauté le pas, voilà, je pense que on se familiarise un petit peu plus avec l'outil. Mais je pense que voilà, on peut commencer doucement, hein, et puis au fur et à mesure, se dire que on a plus confiance, on comprend le système, on voit potentiellement les points, les avantages, et augmenter au fur et à mesure, en fonction de ses capacités, évidemment, le montant. Quelle est la différence entre ACC ou DIST? Donc, en fait, c'est très mal dit, excusez-moi, mais quelle est la différence? En fait, sur les noms des ETF, à la fin, il y a toujours AC ou DIST. Ouais. Donc, beaucoup de personnes nous posent la question, et d'où ce client. Quelle est la différence, du coup, Victoire, de ces noms? Ouais, effectivement, c'est encore une fois un peu du jargon, et on vous prie de nous excuser pour ces anglicismes. Donc AC, ça veut dire, c'est accumulative et donc capitalisante, et DIST, c'est distribuante. Donc la différence entre ces deux types, donc ce qu'on appelle de parts d'ETF, AC, donc capitalisante, ça va permettre de réinvestir en fait tous les dividendes qui sont retirés, tous les dividendes, tous les coupons si on parle d'obligations, et donc de pouvoir de pas en fait sortir, donc si on investit dans des ETF obligataires avec une part AC, donc capitalisante, en fait on recevra pas de coupons, mais tout sera réinvesti, et donc encore une fois effet boule de neige potentiellement. Donc à l'inverse, donc distribuante, on va distribuer du coup un coupon, donc c'est surtout pour en général, les ETF obligataires, où la nature d'une obligation qui est de verser justement des coupons. Donc, grâce à des parts distribuantes, vous pouvez récupérer en fait une rente, on va dire un petit peu comme une rente régulière. Ok, c'est très clair. Du coup, vous avez dû voir sur votre écran que nous avons lancé une dernière question. Cette question, c'est un petit peu pour voir ce que vous en pensez. Donc, c'est quels sont les thèmes dans lesquels vous seriez intéressé pour commencer à investir. Puisque Victoire nous a expliqué concrètement ce qu'est un ETF, les différents thèmes, comment investir, quel budget à investir, à utiliser pour commencer à investir. Donc maintenant, c'est plutôt le thème. On est curieux d'en apprendre plus sur votre point de vue. Alors, il y a d'autres questions, Victoire, de la part de notre audience, notamment la différence. Ah, très bonne question. La différence entre un ETF physique et un ETF synthétique. Bien sûr. Donc ETF physique, donc déjà chez iShares, on a historiquement une gamme qui est davantage axée sur la réplication, donc ce qu'on appelle une réplication physique. Je dirais que ça représente à peu près 95% de notre gamme. Sur certaines régions, on peut avoir des ETF à réplication synthétique, mais pour expliquer rapidement et assez concrètement la différence entre les deux, je vais prendre un exemple très simple. Si on prend un indice Eurostock 50, à l'intérieur, on a 50 actions. Donc notre ETF va pouvoir, en réplication physique, acheter les 50 actions dans les mêmes pondérations, donc avec les mêmes poids que ce qu'on trouve dans l'indice. Donc ça, c'est vraiment réplication physique. On détient toutes les actions exactement comme dans l'indice. Okay. Maintenant, sur la réplication synthétique, donc ici, on ne va pas détenir directement tous les titres. On va en fait faire un contrat avec une banque, une institution financière, pour que la banque délivre la performance de l'indice. Donc en termes de résultat final, en fait, la performance qui va vous être délivrée va correspondre à celle de l'indice sous-jacent. Donc ça va être quasiment similaire à une réplication physique. Sauf que dans la façon dont c'est fait, au lieu d'acheter chacun des titres, on va avoir un contrat avec la banque qui nous délivre la performance, et on donne ce qu'on appelle un collatéral en contrepartie pour cette performance qu'on nous délivre. Pour le client, les différences vont pas forcément être majoritaires. Je pense que le point principal, c'est que y en a un qui détient physiquement, donc les titres, l'autre non. Il y a un risque de contrepartie. Donc risque de contrepartie, c'est qu'on implique une autre institution financière quand on fait un ETF à réplication synthétique. Donc il y a un risque un petit peu supplémentaire. En revanche,
ça peut aussi avoir pas mal d'intérêt sur des marchés comme les États-Unis, par exemple. Donc, parce que ça permet d'avoir des optimisations qui sont plus fortes et donc d'être au plus proche encore de la performance de l'indice. C'est très clair, c'était un peu technique, mais Ouais, j'espère que... concrètement pour... Non, 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 mais moi, alors, personnellement, j'ai bien compris, mais concrètement pour le client, ça change rien. Le but, c'est la réplication. C'est, vous avez un sous-jacent, j'imagine que vous le mentionnez au client, vous dites, voilà, cet ETF, le sous-jacent, ce sera celui-ci, je sais pas, que ce soit l'Asie ou autre. Et donc, le client, lui, que ce soit un ETF synthétique ou physique, l'objectif est le même, c'est de répliquer le sous-jacent que vous avez proposé, on est d'accord? Mm. Pour le client, Alors ça... oui, après il y a quelques considérations à prendre en compte. Le fait de ne pas détenir les titres en physique, bah, on ne peut pas les prêter. Donc on ne peut pas avoir d'accord. de prêt de titre par exemple. En termes de droit de vote, c'est pareil, il n'y a pas forcément autant Enfin, il y a quelques petites subtilités. Donc pour ceux que ça intéresse, on est ravis de fournir plus d'informations. Mais c'est vrai que pour des investisseurs qui commencent à investir, je ne sais pas si c'est la première question à se poser quand on investit dans D'accord. des ETF. Alors, question à se poser, je pense. Par contre, celle-ci est très bonne. Combien de temps devons-nous garder un ETF? Le plus longtemps possible. En fait, que ce soit un ETF ou n'importe quel, entre guillemets, actif à risque, actif financier, donner du temps au temps, c'est permettre au marché financier de réaliser les performances dont ils sont capables. Donc, D'accord. essayer de se détacher un petit peu de la volatilité, essayer de ne pas timer le marché. Je pense que voilà, personne n'a de boule de cristal aujourd'hui, ni J'espérais. toi Ryan, ni moi, j'aimerais bien, hein. Mais voilà, c'est pas le cas. Donc, on ne peut pas prédire la performance des marchés financiers, malheureusement. Alors, on peut essayer voilà, de se renseigner, de comprendre un peu mieux les enjeux macroéconomiques, microéconomiques, évidemment, pour peut-être voilà, informer nos prises de décision d'investissement. En revanche, combien de temps, il n'y a pas vraiment de réponse simple à cette question. Si moi je devais répondre, je dirais le plus longtemps possible. D'accord. Maintenant, voilà, on essaye de pas voilà, justement être un peu impliqué, enfin d'être trop impliqué justement dans ah bah ça a baissé, de pas prendre peur entre guillemets parce que les marchés sont volatiles évidemment, mais sur le long terme on voit que ça paye. Non, parce que nous avons beaucoup de clients qui nous contactent et qui nous disent, voilà, on est intéressé par les ETF pour certains projets perso, que ce soit un projet IMO, un projet pour financer les études de nos enfants quand ils auront la majorité. Donc c'est vrai qu'il y a plein de projets et cette question de temps revient assez fréquemment. Encore une fois, voilà, tout dépend de l'horizon d'investissement que vous avez. Si vous avez besoin de votre argent pendant 3 mois, les marchés actions sont pas forcément un placement qui va être le plus adapté, on va dire, parce Ok. que on a généralement des horizons qui sont beaucoup plus longs sur les actions. Les obligations, ça peut être peut-être un peu plus court, mais voilà, on recommande pas d'investir sur les marchés financiers si on a besoin d'avoir des liquidités dans les 2-3 prochains mois. D'accord. Bah, c'est extrêmement clair. La différence peut-être entre les ETF et les SICAV, Bien sûr. si tu peux nous en dire un peu plus. Oui, évidemment. Donc, SICAV, donc, ça va être ce qu'on appelle un fonds mutuel, un mutual fund, qui donc va avoir une valorisation quotidienne, donc un cours de clôture, enfin un cours par jour, contrairement aux ETF qui, comme je le disais, sont cotés en bourse, donc traitent entre guillemets, vous pouvez avoir un prix à 10h12, un prix différent à 4h22. Et voilà, ce prix va pouvoir varier durant la journée, alors que sur un fonds traditionnel, on va seulement avoir un seul prix. L'autre point important, et je le mentionnais aussi tout à l'heure, c'est la partie transparence. Donc sur un ETF, on a ces obligations de divulguer l'intégralité des compositions de façon quotidienne, ce qui n'est pas forcément le cas pour un fonds mutuel. Et puis de façon plus générale, c'est vraiment aussi toute la partie un peu opérationnelle et structure juridique. En fait, c'est une structure juridique qui est différente, qui fait que un est accessible directement en bourse comme une action et l'autre passe par des chemins opérationnels un peu différents. D'accord, bah, c'est très Mais clair. en termes d'exposition, on peut avoir la même chose. Alors ce que je te propose, c'est qu'on regarde un petit peu le résultat de la question précédente. Donc la question c'était, quels sont les thèmes dans lesquels vous seriez intéressé pour commencer à investir? Et donc vous pouvez voir sur votre écran, via un très beau nuage de points,
que j'ai réalisé lorsque je te posais les questions. Non, c'est grâce à la régie. Merci beaucoup, messieurs. Du coup, les réponses qui sortent le plus sont monde, technologique, énergie. Donc, ce sont les trois plus grosses réponses avec Amérique du Nord. Donc, c'est le top 4. Est-ce que toi, de ton côté, Victoire, est-ce que chez BlackRock, iShares, est-ce que vous avez aussi les mêmes conclusions? Est-ce que ce sont des thèmes qui intéressent le plus les investisseurs particuliers chez vous? Alors effectivement, donc chez BlackRock, enfin et iShares, on est présent voilà partout dans le monde. Donc on est aussi présent dans tous les pays, quasiment tous les pays européens. Donc c'est vrai qu'on peut avoir aussi une vue sur le comportement des investisseurs au-delà de la France. D'accord. Et ce qu'on observe justement au niveau européen, c'est justement un engouement assez fort des investisseurs particuliers pour des expositions larges. Donc iShares MSCI World, donc ces fameuses expositions monde. Donc voilà, je pense que vous êtes un bon échantillon représentatif de ce qu'on observe, en tout cas sur le comportement des investisseurs particuliers de façon générale. Après, effectivement, quelques segments plus particuliers qui remontent. La technologie, je pense que voilà, on en a beaucoup entendu parler. Encore une fois, les 7 magnifiques, l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui remonte beaucoup en ce moment. Donc, ça m'étonne pas que ça arrive dans le sondage. Amérique du Nord, voilà, les actions américaines et l'énergie, on connaît aussi toutes ces problématiques au niveau énergétique. Donc, Merci beaucoup, Victoire. merci à toi, Ryan. Merci pour ton expertise, ton expérience, ton temps surtout, d'avoir accepté l'invitation. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la plateforme, une démonstration de plateforme. Comme ça, vous en apprendrez plus sur la plateforme de trading, comment l'utiliser, où se situe la partie actualité, comment placer un ordre de bourse, s'il y a des ETF qui vous ont intéressé lors de cette session de webinaire avec Victoire. Vous en apprendrez plus et surtout comment réaliser cette première transaction en bourse. Donc, nous revenons d'ici entre 8 à 10 minutes. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la plateforme ou d'autres questions, et peut-être qu'on essaiera d'avoir le temps pour y répondre. À tout de suite. Bienvenue à tous sur cette plateforme de trading de DeGiro. Donc, vous avez accès aux graphiques au centre de votre écran. Donc, vous avez plusieurs graphiques sur les indices boursiers. Donc là, c'est le CAC 40. Vous pouvez choisir le laps de temps qui vous intéresse en dessous du graphique. Vous pouvez aussi cliquer sur graphique interactif. Vous aurez le graphique avec plus de précision, de détails et surtout les indicateurs techniques si vous faites de l'analyse technique. Vous avez le DAX, le S&P 500 et d'autres indices qui vous sont présentés au-dessus du graphe. Sur votre droite, vous avez les top performers et les moins bons performers de cette journée boursière. Vous pouvez choisir ces éléments en fonction de l'indice de votre choix en cliquant ici. En dessous, vous avez d'autres actualités économiques, que ce soit des vidéos, que ce soit des précisions de prix sur les devises, sur les futurs ou d'autres produits. Ensuite, vous avez encore de l'actualité, mais cette fois-ci avec plus de précision. Vous pouvez choisir l'industrie qui vous intéresse, les marchés, les pays, les régions, et vous pouvez aussi choisir la langue des actualités qui vous sont présentées dans cette fenêtre. Donc toute l'actualité économique se présente ici. Et enfin, vous avez la partie agenda, vous avez les échéances à venir, donc l'agenda financier, aujourd'hui, les derniers jours, les derniers mois, demain, les 7 prochains jours, et les 6 prochains mois. Et vous pouvez choisir ces éléments en fonction des dates, en fonction des pays. Donc si un pays qui vous intéresse plus qu'un autre, vous pouvez choisir ici et vous avez plusieurs éléments, agenda économique, ici. Donc par la suite, ici vous avez les éléments sur votre compte. Donc ce compte est un compte de démonstration, donc il n'y a pas d'éléments chiffrés, mais je vais vous expliquer comment cela fonctionne pour votre compte. Total compte, c'est la valorisation totale de votre portefeuille. Donc total de votre compte de trading. Donc c'est la somme entre vos titres et vos liquidités. Valorisation portefeuille, c'est la valorisation de vos titres au sein de votre portefeuille. Euro, c'est la valorisation de vos liquidités sur votre portefeuille. Espace libre, c'est le montant que DeGiro vous autorise à investir. Et PNL journalier, c'est la performance depuis cette journée de bourse de votre portefeuille d'investissement. Et ensuite, vous avez aussi le choix avec PNL cumulé. Donc cela, c'est la performance de votre compte d'investissement depuis la création de votre compte. Donc voici tous les éléments
économiques principaux sur votre compte de trading. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de faire un webinaire avec BlackRock, iShares BlackRock, sur les ETF. Donc je vous propose qu'on regarde les ETF ensemble. Donc nous avons une très belle liste d'ETF disponibles. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde les différents filtres pour nous aider à choisir l'ETF qui nous intéressera plus particulièrement. Donc dans ce cas, pour nous, nous avons les types de commissions, donc ce sont les commissions de Giro. Donc nous avons les commissions classiques pour les ETF, et nous avons une sélection principale d'ETF, donc une sélection d'ETF où les frais de courtage de Giro seront plus réduits. Nous avons les types de produits, donc nous allons choisir ETF pour aujourd'hui. Bourse, donc les différentes places boursières où nous proposons des ETF. L'émetteur, donc nous allons choisir aujourd'hui iShares, BlackRock. Ensuite, vous avez la région, donc nous pouvons choisir la région monde, si nous le souhaitons. Nous avons d'autres types de régions. La référence, donc c'est l'indice, benchmark, c'est un indice de référence. Répartition des actifs, donc ça peut être plusieurs types d'actifs au sein d'un même ETF. Donc si nous reprenons région tous, nous pouvons avoir des ETF avec des obligations, des matières premières, des actions et d'autres types d'actifs. Total des frais sur un cours, ce sont les frais qui sont débités par l'émetteur d'ETF. Donc vous pouvez choisir aussi les frais ici. Donc si nous prenons un ETF monde par exemple, donc assez classique, MSCI World, et nous prenons celui-ci par exemple. Donc ETF, type de commission, nous allons prendre sélection principale, comme ça nous avons des commissions réduites. Et donc là, vous avez deux ETF. Vous avez ces deux ETF qui ont le même code ISIN, comme vous pouvez le constater. Donc c'est là que plusieurs produits peuvent avoir le même code ISIN. Par contre, le ticker est différent. Donc c'est là la différence. La distinction se fait ici. Ça veut dire que chaque produit financier a son propre ticker. Donc c'est de cette manière que vous pourrez taper ici dans la barre de recherche le ticker qui vous intéresse, le produit qui vous intéresse. Donc ici, pour avoir le nom complet, vous cliquez sur la flèche et vous avez le nom complet. Donc il y a un iShares, MSCI World, donc un ETF monde, ACC, donc accumulé, donc les dividendes seront accumulés. Vous avez aussi des dividendes distribués. Dans ce cas-là, c'est accumulé. Donc la place boursière, Tradegate ou Euronext Amsterdam, les cours du produit, la performance depuis cette journée de bourse, la performance numéraire et pourcentage, le volume de transactions de ces produits, clôture veille, dernier cours, monde, et R avec une passive verte signifie cours en temps réel. Donc si nous choisissons l'Euronext Amsterdam par exemple, nous avons ici le graphique du produit avec les différents laps de temps, le graphique interactif pour récupérer plus de précision, de détails et pour les indicateurs techniques. Ici, vous avez donc les cours, les volumes d'achat, de vente, plus haut, plus bas, cours d'ouverture. Et enfin, nous avons un carnet d'ordre très développé, donc avec une certaine profondeur de marché qui est intéressante, puisque vous pouvez voir beaucoup d'ordres d'autres investisseurs et leur volume. Ça peut vous aider dans votre investissement. Enfin, si vous souhaitez avoir plus de précision sur le produit, vous cliquez sur Documents et vous avez le DICI, donc le document d'information clé à l'investisseur, pour récupérer des informations complémentaires sur ce produit. Donc si ce produit nous intéresse, nous pouvons cliquer sur Achat. Donc si nous souhaitons acheter ce produit, nous souhaitons mettre un ordre du jour. Donc un ordre du jour, c'est l'ordre qui restera simplement sur cette journée de bourse, ou un ordre continu qui pourra potentiellement rester pendant 90 jours. Donc il pourrait être annulé pour différentes raisons. Si vous l'annulez vous, si la place boursière l'annule, si l'intermédiaire financier, donc le courtier, nous l'annulons, bien évidemment, nous vous l'informerons. Ou si aussi il y a des opérations sur titre ou autres qui peuvent annuler votre ordre potentiellement. Mais de manière générale, l'ordre reste pendant plusieurs mois dans le carnet d'ordre s'il n'y a pas exécution. Donc un ordre d'achat à court limité, ça veut dire que vous souhaitez mettre une limite et vous souhaitez acheter à un certain prix maximum à partir de ce prix. Si le cours, l'offre de vente plutôt, comme vous êtes acheteur, vous regardez l'offre de vente ici,
L'offre de vente est à 82,61. Si vous souhaitez acheter au plus haut à 80 euros, eh bien, il faudra attendre que l'offre de vente descende à 80 euros pour avoir une exécution. Si vous mettez un titre, si vous mettez un prix à 85 euros par exemple, eh bien, comme vous dites que vous souhaitez acheter à 85 euros maximum, l'offre de vente est à 82,60 euros environ, eh bien, vous aurez une exécution directement. Donc ça, c'est le cours limité. L'ordre marché est différent. L'ordre marché signifie simplement que je souhaite acheter tout de suite, maintenant, à n'importe quel prix. Ça veut dire que vous aurez une exécution en fonction de l'offre de vente qui est ici. Vous êtes acheteur, vous regardez la vente. Donc, ordre marché, j'achète tout de suite maintenant, peu importe le prix. Le stop loss, lui, c'est l'inverse du cours limité. Le stop loss, c'est pour bloquer une hausse du produit. Donc, c'est souvent utilisé pour ceux qui font de la vente à découvert. Donc là, si vous souhaitez acheter, par exemple, à 85 euros pour un titre, eh bien, dans ce cas-là, si l'offre de vente passe 85 euros ou plus, vous aurez un ordre d'exécution d'achat qui sera envoyé. Donc, il faut bien que l'offre de vente soit supérieure à 85 euros pour l'acheter à 85 euros. C'est l'inverse du cours limité. Et enfin, le stop limit. Le stop limit, donc, c'est un stop loss amélioré. Donc, nous mettons un stop loss à 85 euros, donc un cours de seuil de déclenchement. Et nous pouvons mettre aussi une limite, par exemple à 90 euros. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que l'offre de vente, lorsqu'elle va passer 85 euros, eh bien, il y a une exécution d'achat qui sera effectuée si l'offre de vente est disponible entre 85 et 90 euros. Donc, il faut faire très attention sur votre fourchette, puisque si vous mettez par exemple 86 euros, eh bien, dans ce cas-là, s'il y a un gap de marché, c'est-à-dire que s'il y a une offre de vente à 84,50 euros et la prochaine est à 86,50 euros et que ça continue à grossir, à agrandir, eh bien, dans ce cas-là, vous pourrez ne pas avoir d'exécution. Donc, il faut bien faire attention aux fourchettes de prix que vous mettez, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ça signifie? Cette fourchette précise, cela signifie que vous souhaitez acheter à partir de 85, mais pas plus haut de 90 euros. Voilà comment fonctionne l'offre d'achat. Voilà comment vous pouvez acheter un ETF sur nos plateformes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes bien évidemment plus qu'heureux de répondre à l'ensemble de vos questions, notamment vos axes d'amélioration sur nos plateformes. Si vous avez des idées ou des points que vous souhaitez qu'on améliore, n'hésitez pas. Eh bien, j'espère que cette vidéo, cette démonstration vous a plu, a été claire, précise. Bon, Victoire, je sais que tu sais déjà utiliser notre plateforme, mais en tout cas, j'espère que pour vous, c'était plus que clair. Ce que je te propose, c'est qu'on a eu quand même des très bonnes questions très intéressantes pendant la vidéo. On en répond peut-être à une ou deux questions de plus, et après, on se souhaitera une très belle soirée. Du coup, Victoire, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un ETF Core et Edge, s'il te plaît? Alors, donc ETF Core, donc en tout cas chez iShares, hein, c'est une des sous-gammes, on va dire, de notre gamme complète d'ETF. Core, c'est vraiment ce qui va être des expositions qui sont, comme son nom l'indique, cœur, donc des expositions qui sont généralement assez larges. Donc, on va avoir le MSCI World qui fait partie de cette gamme-là, mais également le MSCI USA, l'iShares MSCI Europe, iShares MSCI Emerging Markets. Donc voilà, en gros, on va essayer de répliquer un petit peu toute la capitalisation boursière mondiale grâce à différents blocs géographiques. Donc c'est ce qu'on appelle des ETF core. Ensuite, Edged, alors l'un n'est pas forcément à mettre en opposition avec l'autre, hein. On peut très bien avoir un ETF de notre gamme Core qui est hedged, donc c'est-à-dire où il va y avoir en fait une couverture de la devise, c'est-à-dire que un ETF dont la devise de base va être le dollar, donc par exemple le iShares MSCI USA, donc sur cet ETF là,
on va avoir le dollar en devise de base, sauf que vous, en tant qu'investisseur français, vous investissez des euros. Et donc, en fait, le taux de change entre l'euro et le dollar va être couvert, en fait. Donc, vous n'allez pas être soumis à ce taux de change, à ce risque de change. D'accord, c'est très clair. Et dernière question, du coup, comment sont sélectionnées les actions qui constituent un ETF? Alors, donc, encore une fois, le principe de l'ETF, c'est vraiment de répliquer un indice. Donc, la façon dont on va sélectionner les titres, c'est tout simplement en prenant exactement ce qui est dans l'indice. Donc, il n'y a pas vocation sur un ETF, avec une approche indicielle, il n'y a pas vocation à sélectionner un titre plutôt qu'un autre, à investir plus sur l'un et moins sur l'autre. L'idée, c'est vraiment de répliquer au maximum, à la perfection, D'accord. entre guillemets, Ouais. les pondérations, les poids qu'il y a dans l'indice. Donc encore une fois, il n'y a pas de pari de gestion active qui est mise en place sur les ETF de gestion indicielle. Donc en fait, vous, en tant qu'investisseur particulier, vous ne pouvez pas choisir de mettre telle ou telle action dans un ETF. C'est vraiment un outil qui est packagé, en fait. C'est comme si vous investissiez dans le panier. Vous prenez tout ce qu'il y a dans le panier, en fait. Vous pouvez pas choisir d'en enlever un, d'en mettre un autre. C'est vraiment un outil qui est déjà packagé. C'est vrai que grossièrement, si le S&P 500 en 2024 fait par exemple 7%, lorsque je prends un ETF sur le S&P 500, je m'attends à une performance plus ou moins 7%. Exactement. Soit simplement la même chose. Exactement. Et l'actif, lui, souhaite donc battre le marché, donc battre ce 7%. Voilà. C'est bien ça. Exactement. Ok, bah c'est extrêmement clair. Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Victoire. Merci Ryan. Merci pour ton expertise. Merci à tous d'être présents ce soir. N'hésitez pas si vous avez des questions, même si demain vous avez d'autres questions. Les équipes d'iShares et les équipes de DeGiro sont bien évidemment toujours disponibles pour répondre à vos questions. Nous sommes très heureux d'avoir fait ce webinaire, ce contenu éducatif avec BlackRock ce soir. Pour vous en apprendre plus, on en fera d'autres, j'espère, ensemble, pour continuer à vous éduquer, pour que vous puissiez en apprendre plus sur ces produits. Bonne soirée à tous et à bientôt, j'espère. Bonne soirée, Victoire. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.